Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Édouard Philippe a dévoilé sa réforme des retraites. Il estime que les garanties qu'il a données justifient que la grève s'arrête. Mais les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille. Le gouvernement s'est moqué du monde selon la CGT. La ligne rouge a été franchie pour la CFDT qui appelle à rejoindre la mobilisation mardi. Même son de cloche du côté des opposants politiques. Les partis de gauche se sont réunis hier soir. On va en parler avec le sénateur socialiste du Val d'Oise, Rachid Temal. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Interview avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Julien Lécuyer de La Voix du Nord et Sébastien Couratin de l'Écho républicain. Et puis cette semaine, vous le savez, nous sommes dans Lyon sur les questions d'écologie et d'environnement. Aujourd'hui, direction Sens pour voir ce que les collectivités locales mettent en place pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous décrypterons les propos de Gérard Larcher, le président du Sénat qui sera avec nous pendant une demi-heure. Il s'exprimera sur la réforme des retraites, mais aussi sur les relations entre le Sénat et l'exécutif, ainsi qu'entre les collectivités locales et le gouvernement. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 12 décembre. Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur la loi engagement et proximité portée par Sébastien Lecornu. Elle vise à répondre au malaise des maires. Parmi les mesures retenues, une hausse des indemnités pour les maires des petites communes. Et puis on l'a appris dans la nuit, Emmanuel Macron reporte en janvier le sommet du G5 Sahel sur l'opération Barkhane. Ce sommet devait avoir lieu à Pau lundi. La raison de ce report, l'attaque djihadiste dans un camp de l'armée nigérienne hier qui a fait plus de 60 morts. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet essentiellement consacré au climat. Hier, Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, a présenté son pacte vert dont l'objectif est la neutralité carbone d'ici 2050, mais qui ne fait pas l'unanimité au sein des 27. Et même si le Brexit ne sera pas au cœur de ce sommet, les dirigeants européens auront les yeux rivés sur le Royaume-Uni où se tiennent aujourd'hui des élections législatives. Et on débute donc avec le sénateur du jour, élu du Val d'Oise, qui siège dans le groupe socialiste. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr longuement parler de cette réforme des retraites. Édouard Philippe en a dévoilé les pistes hier et le détail. Il a répondu dans la foulée aux questions des sénateurs. Et puis hier soir à 20h, il était l'invité du journal de TF1 pour défendre sa réforme. Il a maintenu sa ligne de fermeté, mais se dit toujours ouvert aux discussions. On va l'écouter. Je suis ferme sur le principe. Mais je ne suis pas fermé. Et j'ai indiqué à l'ensemble des organisations sociales et syndicales auxquelles je m'adressais ce midi qu'il y avait toute une série de points sur lesquels nous pouvions améliorer la réforme. Je pense à la prise en compte de la pénibilité. C'est une question qui a été évoquée depuis longtemps, notamment par la CFDT. Je pense à la prise en compte des droits familiaux. J'ai indiqué que sur beaucoup de sujets, nous n'étions pas fermés, que ma main était tendue, que ma porte était ouverte, quelle que soit l'expression qui soit retenue, nous ne sommes pas fermés, mais nous sommes déterminés. Car oui, le temps du régime universel, il est venu. Avant de revenir sur le fond de cette réforme, Rachid Temal, sur la ligne, la méthode, on vient d'entendre Édouard Philippe, ferme mais pas fermé, est-ce que c'est la bonne stratégie ? La question qui est posée aujourd'hui, ce matin, pour des millions de Français, c'est de se dire, est-ce que après les annonces du Premier ministre, je suis ou non rassuré. Je crois que d'après tous les sondages, d'après ce qu'on entend, je crois que Emmanuel Macron et bien sûr Édouard Philippe ont fait un tour de force, à savoir que je crois qu'aujourd'hui les Français sont plus inquiets qu'avant sur leurs pensions. La question est de savoir est-ce que les pensions vont être maintenues. Je crois que les Français sont inquiets. Et le tour de force, parce que le Premier ministre avait dit qu'il n'avait pas de baguette magique, il en a une, puisque dorénavant, toutes les organisations syndicales sont contre sa réforme. Toutes, même celles qui sont pour le régime universel. Alors je pourrais dire qu'il y a une exception à la règle, parce qu'il y a toujours une exception à la règle, c'est le MEDEF. Le seul soutien, d'ailleurs, de cette réforme, c'est le MEDEF. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, puisqu'il n'y a aucun point, notamment, sur le travail des seniors. Je rappelle que dans notre pays, entre 60 et 64 ans, seuls 30% des Français sont encore dans l'activité. Les autres sont au chômage. Et donc, on voit bien que ça, c'est par exemple un point essentiel, clé, qui n'est pas invoqué, qui n'est pas évoqué, qui n'y a pas de mesure concrète là-dessus.
Ça veut dire quoi quand vous dites il y a un front syndical uni sauf le MEDEF? Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Je note que toutes celles et tous ceux qui représentent les salariés, si je prends le cas de la CFDT, premier syndicat de France, que ce soit dans le public ou dans le privé. Mais ça veut dire quoi? C'est une réforme qui est faite pour les patrons? Moi, je ne sais pas si elle est faite pour les patrons. En tout cas, elle ne répond pas aux demandes des salariés. Par exemple, quand le Premier ministre dit je vais réparer les inégalités du système actuel, qui fonctionne bien, et je suis d'accord pour réparer les inégalités. Mais lui, il en crée de nouvelles. Le problème, c'est qu'il en crée de nouvelles. Donc la question, c'est quand les Français se disent ma pension de retraite va baisser, pourquoi voulez-vous qu'il soit favorable à ce système-là? Et puis, il y a encore deux choses. Et pour vous, aujourd'hui, rien ne vous rassure là-dessus quand Édouard Philippe dit il y aura une règle d'or sur la valeur du point, le point ne baissera pas, ce sont les syndicats qui vont décider sous le contrôle du Parlement. Ça vous rassure pas sur les futures pensions? Il y a deux choses. D'abord, le candidat Macron avait indiqué dans sa campagne qu'il n'aurait pas de mesures budgétaires dites ce qu'on appelle les mesures paramétriques et qu'il n'aurait qu'un nouveau système, le système universel. Force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le Premier ministre et la majorité, ils ont fait un choix. Le choix, c'est de donner un gage avec cet âge pivot. En gros, le recul du départ de l'âge de la retraite, c'est ça qu'il s'agit concrètement. Il donne un gage. C'est-à-dire que l'âge d'équilibre, pour vous, c'est un recul déguisé de l'âge de départ, même si Édouard Philippe répète l'âge de départ restera à 62 ans. Non, mais c'est pas vrai. À 62 ans, vous n'avez pas 100%. Quand vous dites aux Français, voulez-vous partir à 62 ans, mais sans avoir 100% de votre retraite ou continuer à travailler, ils n'auront pas le choix. Parce que vous avez un bonus-malus, donc vous aurez un malus. Chacun le comprend quand vous avez vos assurances. Donc là, vous ne pouvez pas partir avant de fait 64 ans. Donc là, concrètement, pourquoi il fait cette mesure-là? Pour une raison simple. C'est parce que c'est donner un gage à l'électorat filloniste, de droite, qui a rejoint Macron à l'occasion des élections européennes, et le pouvoir ne veut pas qu'il reparte, cet électorat-là. Donc il leur dit, regardez votre totem du recul de l'âge de la retraite, je viens de vous le donner, restez avec moi. C'est ça le message qui est donné. Donc c'est la réforme paramétrique. Tout le monde avait dit qu'on n'en voulait pas, et d'ailleurs c'est injuste. Et donc de fait, il n'y a pas le volant, sur le volet systémique, c'est comme si je vous disais ce plateau-là, il faut le refaire entièrement, mais je vais commencer par le repeindre. Et les gens ne comprennent pas. On dit, si vous le refaites, allons directement vers le nouveau système. Sur le nouveau système, aujourd'hui, vous avez des millions de Français, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre qui l'a dit lors de son précédent discours devant le CESE, il dit il y a des millions de Français qui vont perdre, qui seront des perdants. Bon, pour ces gens-là, ils n'ont pas de réponse aujourd'hui. Ils n'ont pas de garantie de quoi que ce soit. Donc en fait, personne n'est garanti sur son niveau de pension à la fin du jeu. Et personne ne dit au gouvernement combien tout cela coûtera. Je vais vous donner un exemple concret. Pour les artisans, par exemple, il faudra payer à la fin. Pour les enseignants, il faudra payer. Donc c'est plusieurs milliards dont on évoque la question. Il n'y a aucune discussion là-dessus. En fait, je crois que personne n'est capable de nous le démontrer. Puisque on dit, on mettra les moyens. Quels sont les moyens? Puis après, je pourrais évoquer effectivement, sur la pénibilité, il n'y a rien. Alors qu'on sait que c'est une question centrale, puisqu'on sait que la durée de vie en bonne santé n'est pas la même en fonction de votre emploi. Sur la question, par exemple, de la pénibilité, je vous l'ai dit. Sur la question des retraites multiples, pour l'instant, rien n'est clair. Sur la question du point, qu'est-ce qui est aujourd'hui garanti sur le point? Qu'il n'y aura jamais, en tout cas. Qu'il n'y aura jamais de baisse? Pas. Sur quel mécanisme? On le sait? On ne le sait pas. Il a promis une règle d'or qui ferait que le point ne baissera pas. Oui, on l'a promis. Il nous a promis qu'il n'y aurait pas d'âge pivot, il est arrivé l'âge pivot. La parole aujourd'hui de ce gouvernement-là n'est pas tenue ou n'est pas tenable. Donc personne n'y croit. Ce qui aurait été possible de faire, si je peux me permettre une proposition, comme d'autres pays, c'est de dire voilà, ce système universel, porté par beaucoup de personnes en France, on aurait pu avoir un processus de consensus qui prend du temps, j'en conviens, mais c'est utile dans la durée de ce qu'on évoque, avec les organisations syndicales, les forces politiques, pour monter un système à la française, un nouveau système comme après la Deuxième Guerre mondiale, qui ferait consensus, qui se construirait dans la durée, et que, quelles que soient les majorités futures, il puisse être soutenu par tout le monde. Parce que là, qu'est-ce qui se passe pour les Français? C'est une réforme qui est contestée. Ils se disent... Et pourtant, le gouvernement a fait cette concertation dont vous parlez, 18 mois de concertation avec Jean-Paul Delevoye et les syndicats. Excusez-moi, Jean-Paul Delevoye fait 18 mois de concertation. Il donne un document. Dans le document, il y a même des erreurs sur les modèles, ils sont obligés de le reconnaître. Finalement, le président de la République, à Biarritz, rouvre tous les débats. Et depuis, chaque ministre a un avis différent d'un autre ministre. À chaque fois, vous en avez un, il est différent. Donc, pour les Français, c'est trouble, ambiguïté, inquiétude, interrogation et contradiction. Ils ne peuvent pas être d'accord. Sur le fond, on a bien compris ce qui ne vous allait pas. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous vont dans cette réforme on va présenter hier? Alors, je vais vous dire, moi, le fait qu'on puisse avoir
tous les Français dans un système de retraite me convient. Alors je rappelle que le système universel ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, parce qu'on sait très bien, et on le voit pour les forces de sécurité, etc. Mais qu'on est par exemple pour les agriculteurs, pour les artisans, etc. dans le système, moi je suis favorable à cela. Après, il faut regarder ce qu'il y a dedans. On va dire, il y aura une mesure qui peut être intéressante, c'est les 1 000 € minimum. Deux remarques. La première, c'est quand le groupe socialiste au Sénat a déposé un amendement pour faire cette réforme à 1 000 € minimum, le gouvernement s'y est opposé. Tant mieux qu'il change d'avis, il s'y est opposé. Mais là aussi, il faut être sérieux sur les chiffres. Si on se dit que c'est 1 000 €, en 2021, on est à 30 € près de ce que seraient les 1 000 €, sans rien toucher. Donc en fait, le cadeau, c'est 30 € par mois. Bon. Moi, je pense qu'avoir 100% du SMIC et non pas 85% du SMIC, comme le propose d'ailleurs la CFDT, c'est 1 202 € net, me paraît être le bon chiffre. Donc je crois qu'il manque encore un bout là-dessus. Allez, on l'a vu, vous le disiez, cette réforme, elle a uni les syndicats, un front syndical uni. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Elle a aussi revigoré la gauche. Un front commun, là aussi, s'est dessiné hier. Les partis étaient réunis à Saint-Denis pour un meeting commun. On va voir le récit de cette soirée avec Jordan Klein. Une autre réforme est possible. C'est le slogan affiché en grand dans cette salle de la Bourse du Travail de Saint-Denis. En dessous, plusieurs représentants des forces politiques de gauche pour un meeting main dans la main, 100% contre la réforme des retraites. Nous demandons tous le retrait de la réforme par points, de la réforme Macron. Et donc nous avons tous fait le constat que cette réforme était extrêmement mauvaise pour l'ensemble des salariés. L'ensemble des forces politiques demandent le retrait de la réforme Macron. Devant un public conquis, les représentants des formations de gauche égrènent pendant environ 2 heures les solutions alternatives, comme le maintien de l'âge légal ou l'augmentation des petites retraites. C'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à s'opposer à cette réforme et en proposer une qui va dans le sens de plus de justice sociale, de préserver l'avenir à la fois des personnes qui approchent de la retraite et de toute cette jeunesse qui entre sur le marché du travail précarisée. En toile de fond, l'union des gauches est sur toutes les lèvres pendant ce meeting. Pour l'instant, le combat, ce sont les retraites, répondent les responsables. Laissez imaginer que pour l'instant on aurait un projet qui irait du Parti Socialiste au NPA en passant par nous qui serait alternatif. Je crois que c'est mettre la charrue devant les bœufs de manière un peu trop hâtive. C'est la première fois depuis bien longtemps que toute la gauche se rassemble et se retrouve. Et donc maintenant c'est un premier pas, il faut continuer à l'assumer et puis il y a un truc à trouver, un équilibre à trouver. Et peut-être le centre de gravité, c'est ce que nous proposons, je ne sais pas, mais enfin on verra. En filigrane, les partis de gauche se félicitaient de réussir à créer un front politique commun contre cette réforme. Pour l'instant, l'image d'une gauche unie s'arrête à ce combat. Tous appellent sans exception à continuer la grève et les manifestations. Est-ce que cette réforme des retraites, c'est aussi un moyen pour la gauche de se refaire une santé, Rachid Temal? Non, moi je ne le vois pas du tout comme ça. Le combat pour les retraites, c'est d'améliorer la vie concrète des Français qui sont dans l'âge de retraite, qui vont arriver à la retraite, qui vont avancer. Et c'est aussi un combat pour sauver le système que nous connaissons par répartition. Parce que je rappelle que dans la réforme actuelle qui est proposée, via un système sur les cadres, les cadres supérieurs via un allègement, c'est l'entrée de la capitalisation. Donc moi, c'est surtout ça les combats qui m'intéressent. C'est pas le combat de la gauche, c'est le combat des gens. Sur le meeting de la gauche, que les choses soient claires, et je crois qu'ils l'ont, les uns et les autres l'ont dit, l'unité ne veut pas dire unanimité. On le voit d'ailleurs, vous présentez chacun des contre-projets séparés. Pourquoi ne pas présenter de manière unie un contre-projet de la gauche? Parce que nous n'avons pas la même vision de ce qu'est une réforme des retraites. Les choses sont simples. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux Français. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que le groupe socialiste au Sénat, avec le groupe socialiste à l'Assemblée, on proposera des choses sur une réforme juste, une réforme solidaire, et là-dessus il n'y aura pas de souci. Donc nous ferons, vous verrez, des propositions. Nous en avons déjà fait, je vous en ai cité une notamment sur la question du minimum. Nous en ferons d'autres sur... Alors justement, un dernier mot, vous me dites vous allez faire des propositions, vous allez les faire lors de l'examen du texte au Parlement. On suppose pourquoi continuer à appeler à la mobilisation dans la rue et ne pas attendre de présenter vos propositions au Parlement? Parce que je crois que vous l'avez entendu, les représentants des syndicats, donc c'est le rôle premier. Je rappelle que le Premier ministre avait dit, le président de la République a dit qu'il y aurait un acte 2 du quinquennat. Et d'ailleurs, il avait remercié les corps intermédiaires d'être revenus dans le jeu, parce qu'il les avait exclus du jeu, pour le grand débat. Et vous voyez bien, vous les entendez, ils vous disent tous, on a eu des réunions, pas de négociations, et à la fin, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et les Français, quand vous regardez les sondages, ne sont pas d'accord. Donc pourquoi voulez-vous que les gens s'arrêtent quand ils ne sont pas d'accord? Quand on leur dit, ou en tout cas ils ont le sentiment, qu'ils vont perdre leur retraite. Les retraites, je vous rappelle, c'est ce qui fixera
vos dernières vies, j'espère la plus longue possible pour chacun, parce qu'après, il n'y a pas d'autre chose. C'est avec ça que vous allez vivre concrètement au quotidien, payer votre loyer, vous nourrir, avoir des loisirs. Et donc, si vous avez une baisse conséquente, dans certains métiers, ça va jusqu'à 30%, un tiers de votre revenu, votre niveau de vie, votre qualité de vie va baisser d'autant. Voilà. Et donc, et surtout qu'en parallèle de ça, je vous rappelle, il y a toutes les questions liées au grand âge, etc., etc. Donc tout ça montre qu'il y a besoin effectivement de se mobiliser, non pas contre une réforme des retraites qui serait plus juste, non, contre cette réforme-là qui finalement crée des inégalités, contrairement à ce que dit le gouvernement. En tout cas, tente de dire le gouvernement. Allez, on va regarder ensemble, Rachid Temal, ce qui s'est passé au Parlement hier. Députés et sénateurs se sont mis d'accord sur la loi Le Cornu. On en parle avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Rachid Temal. Et on va donc parler de cet accord obtenu sur cette loi Le Cornu, le texte engagement et proximité qui vise à lutter contre le malaise des maires. Oui, c'est le dénouement d'un suspense qui aura duré plusieurs semaines. Hier, députés et sénateurs ont trouvé un accord en commission mixte paritaire sur un texte aussi connu sous le nom de loi Le Cornu. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien d'un texte censé renforcer le statut de l'élu ainsi que l'autorité des maires dans l'exercice de leurs fonctions, Oriane. Et bien très concrètement, du coup, qu'est-ce qui va changer avec cette loi, Steve ? Un gros plan sur la mesure phare de cet accord, la hausse des indemnités des maires des petites communes. Elles seront automatiquement augmentées. Pour vous donner un exemple très concret, un maire d'une commune de moins de 500 habitants touche actuellement une indemnité mensuelle de 661 € exactement. Et bien cette indemnité sera portée à 991 € après la réforme. Alors d'autres points sont prévus par le texte, comme par exemple la facilitation du transfert des compétences eau et assainissement à l'intercommunalité. En revanche, en ce qui concerne les mesures visant à aboutir à la parité dans les conseils municipaux, elles n'ont pas été retenues par la commission. Oriane, d'autres mesures concernant les élus locaux vont suivre. Les sénateurs comptent revenir à la charge l'année prochaine à l'occasion du projet de loi 3D, projet de loi défendu par Jacqueline Gouraud. Et ce texte, Le Cornu, on le disait, c'était une manière de répondre au malaise des maires. Oui, rappelez-vous, l'été dernier, Oriane, le maire de la commune de Signes, dans le Var, était tué en tentant d'empêcher un camion de jeter des gravats sur le bord de la route. Le drame, on s'en souvient, avait provoqué une vague d'émotion dans tout le pays. Le gouvernement et les sénateurs s'étaient alors emparés de la question. Gouvernement et sénateurs, main dans la main au chevet des maires de France, après quelques tensions entre l'exécutif et le Sénat. Un compromis a donc finalement été trouvé, Oriane. Et rapidement, Steve, ce compromis, il arrive à quelques mois des municipales. Oui, on le sait, il y a une volonté claire et affichée de la part d'Emmanuel Macron de retrouver la confiance des maires qui se sont parfois sentis ignorés, méprisés même par l'exécutif ces derniers temps. En conséquence, le président, vous vous en souvenez, avait tenté de se rabibocher avec les élus au moment du dernier congrès des maires de France. Vous êtes les piliers de la République, avait-il déclaré devant les élus. Deuxième temps donc de cette opération réconciliation, ce texte engagement et proximité, un texte qui intervient à quelques mois des municipales de mars prochain pour un parti présidentiel qui peine à se mettre en ordre de bataille pour ces élections si particulières. Ça tombe plutôt bien. Merci beaucoup Steve. On vous retrouve tout à l'heure. Rachid Temal, députés et sénateurs se sont donc mis d'accord sur cette loi Le Cornu et notamment sur cette question de la hausse des indemnités pour les élus des petites communes. C'était l'un des points de friction entre Assemblée et Sénat. Oui, mais la question, vous dites, elle est automatique. La possibilité de monter. La question qui est posée aux maires des petites communes qui font un travail admirable et qui font beaucoup, eux et leurs équipes, tout jusqu'à monter le Barnum pour la fête du village. Enfin, c'est ça la réalité, il faut le rappeler. Je veux dire, la question de est-ce que c'est automatique ou est-ce qu'ils vont devoir passer devant le conseil municipal, concrètement justement, là, avec la CMP, ça sera automatique pour pas qu'ils ne décident eux-mêmes de leur augmentation. Mais je rappelle que ce sera sur le budget. Je rappelle que ce sera le budget de leur commune et donc il y aura tout ce débat-là. Après, si on veut regarder les choses plus largement, c'est quand même assez bizarre, et nous l'avons dit, de nous dire que dans quelques temps, il y aura un débat sur les compétences et de ne pas démarrer par ce texte-là sur les compétences. C'est plutôt de dire... Il a fallu démarrer par la loi Gouraud et après faire la loi Le Cornu. Voilà, donc là, on voit bien, moi, encore une fois, j'ai envie de dire, il faut prendre ce qu'il y a de bon. Donc, s'il y a des avancées, il y en a quelques-unes pour les élus, il faut les prendre. Mais globalement, la question du rapport entre l'État et les communes n'a pas changé. Moi, j'étais, il y a quelques jours, j'avais notamment une assemblée générale de maires et de maires adjoints d'une interco du Val-d'Oise sur le Vexin. Et puis, j'ai fait le 6 novembre dernier une réunion sur la question des nouvelles réalités dans le Vexin, à Us, par exemple. Dans les deux cas, le sentiment des maires, c'est un sentiment d'abandon de service. Il y avait notamment le débat sur les trésoreries.
qu'on ferme encore. Donc vous voyez, c'est que les gens vous disent, les maires vous disent, tout ça est très bien, mais nous, la République, il faut qu'elle s'incarne. Ça veut dire des services, c'est-à-dire une réalité. Là, on a un sentiment d'abandon d'une part et qu'on ajoute des normes. Donc, il faut prendre ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Et on voit que vous en parlerez lors de l'examen de la loi Gourault. On vous réinvitera à ce moment-là, Rachid Temal, pour continuer d'en parler. Comme tous les jours, vous le savez, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Lyon. On va retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour Xavier Antoyer. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, rédacteur en chef du Progrès. Xavier, vous fêtez votre anniversaire. Bon anniversaire, les 160 ans de votre journal. Merci. Oui, aujourd'hui, nous fêtons nos 160 ans et nous le fêtons en restant nous-mêmes, c'est-à-dire en donnant d'abord la priorité à l'information et à l'actualité. Alors aujourd'hui, dans nos éditions, nous avons un dossier spécial sur la réforme de retraite que nous avons souhaité le plus concret possible. Et puis notre rédaction de Lyon s'est intéressée à 2 sujets, notamment d'abord à l'autoroute A466, qui est une autoroute très pratique, mais peu fréquentée parce qu'elle coûte 3,10 € pour 3 km et on explique pourquoi. Et puis, on traite aussi le chantier colossal du centre commercial de la Part-Dieu, qui ambitionne un des plus grands d'Europe et qui va notamment créer 900 emplois supplémentaires. Alors, notre anniversaire est évoqué à la une seulement par un logo éphémère qui part du logo historique de 1859 pour arriver à celui d'aujourd'hui. Et on voit que finalement, la typographie a peu changé et que nous sommes, eh bien, au fil de temps, restés nous-mêmes. Et il y a, pas que le logo, aujourd'hui dans le Progrès, il y a également un supplément de 4 pages sur ce bel anniversaire. Oui, tout à fait, parce que c'était important de rappeler d'où l'on vient et où on va. Le Progrès est un des rares journaux à être né au XIXe siècle. Et s'il existe encore aujourd'hui, c'est notamment parce qu'en 1942, les propriétaires de l'époque, la famille Brémond de la Roche, a préféré s'aborder le titre plutôt que de céder au diktat de Vichy. Et ainsi, le journal, qui était par nature indépendant, est devenu résistant. Et ainsi, il a été autorisé à reparaître sous son nom en 1944 à la Libération, ce qui n'a pas été le cas de tous les journaux collaborationnistes. Alors, aujourd'hui, on peut dire que nos combats sont éloignés, certes, de ceux de la création du titre ou de l'après-guerre, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que nos valeurs sont les mêmes que celles de nos fondateurs. Pour qu'un journal vive, il faut 2 choses. D'abord, il faut du sens. Et puis, il faut aussi des moyens technologiques pour pouvoir diffuser nos contenus. Le fondateur du journal, Jean-François Chanoine, était imprimeur. Et puis, il était animé d'un combat profond, viscéral, qui était celui de promouvoir la démocratie. On était alors sous le Second Empire et le journal a essuyé à plusieurs reprises la censure napoléonienne. Et pour promouvoir la démocratie, pour faire en sorte que les Français deviennent des citoyens républicains, il trouvait nécessaire, comme il le disait, d'éclairer les consciences. Et Xavier Antoyer, ces valeurs dont vous nous parlez, ce sont des valeurs que vous défendez encore aujourd'hui dans votre journal. Oui, tout à fait, parce que avec une centaine d'années de plus de République, on pense que notre démocratie est installée. Ah oui, les institutions démocratiques sont stables, mais le débat démocratique reste fragile. Et je donnerai un exemple venant des États-Unis. Dans à peu près 200 des 3000 comtés américains, les journaux locaux ont disparu. Alors que reste-t-il à la place? Eh bien, il reste notamment les réseaux sociaux, les blogs, bref, les voix des activistes et de ceux qui parlent le plus fort. Eh bien, une étude a démontré que dans ces comtés-là, le vote populiste était plus fort qu'ailleurs. Donc oui, il est vital pour nous que la presse locale subsiste pour continuer encore à porter le débat démocratique. Et ça reste aujourd'hui notre vocation. Et puis pour ce qui est de l'évolution technologique, eh bien oui, depuis l'origine, nous continuons à produire des éditions papier et nous souhaitons le faire encore longtemps, mais notre développement s'appuie
sur le digital. Notre groupe de presse EBRA s'est doté de ce qu'on appelle alors une Digital Factory. C'est une équipe d'experts d'une dizaine de spécialistes qui est là pour élaborer pour nous notre stratégie digitale et surtout les moyens pour porter nos contenus sur des nouveaux formats, sur des nouveaux supports qui sont ceux de nos concitoyens aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on aille chercher des lecteurs là où ils sont pour porter une information vérifiée, une information de débat. Merci beaucoup, merci Xavier Antoyer. On va revoir la une du Progrès et on vous souhaite donc un très bon anniversaire à votre journal qui fête ses 160 ans. Merci d'avoir été avec nous. Très rapidement, question locale sur le département du Val d'Oise, l'abandon du projet Europa City. Est-ce que vous êtes inquiet de l'impact financier de cet abandon sur votre département ? On est inquiet, on est inquiet, puisque d'ailleurs j'ai demandé, et je remercie les sénateurs d'avoir voté un rapport que j'ai proposé qui demande à l'État justement de fournir les conséquences financières de tout cela. Ce que je souhaite sur cette partie du territoire, c'est d'en faire c'est 700 hectares le triangle de Gonesse, de faire une sorte de priorité nationale en termes de développement durable. À la fois, il faut de l'écologie avec de l'agriculture, il faut du développement social et économique, et je le dis, la question aussi du transport, puisqu'il y a une gare, la seule gare prévue sur les 68 du Grand Paris et dans le Val d'Oise à cet endroit-là. Aujourd'hui, nous avons une inquiétude. Donc le Val d'Oise ne peut pas être le grand oublié du Grand Paris. Et donc, c'est effectivement un combat que nous menons globalement pour amener du logement, de l'emploi, des transports aux populations de cette partie du Val d'Oise. Et le message est passé. Merci beaucoup Rachid Temal d'avoir été avec nous ce matin. Dans 3 minutes, l'invité politique ce matin, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat. Il sera avec nous pendant 30 minutes en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Le président du Sénat qui nous livrera son analyse suite à la réforme des retraites qui a été dévoilée hier par Édouard Philippe. Et de cette réforme des retraites, justement, il en a été question hier lors des questions d'actualité au Sénat. Le président du groupe Les Indépendants, Claude Maluret, a interpellé le Premier ministre Édouard Philippe sur cette réforme des retraites et les blocages qu'entraîne la mobilisation. On va regarder cet échange. Monsieur le Premier ministre, la France est aujourd'hui divisée en 2 camps. Ceux qui râlent et ceux qui râlent contre ceux qui râlent. Ces derniers jours, on a surtout entendu les premiers. Je voudrais parler des autres, de tous les autres. Ceux qui ne défilent pas, qui n'ont pas de mégaphone, pas de pancarte parce qu'ils savent qu'un examen objectif des faits est toujours trop long pour une banderole. Ceux qui ne font pas grève et se font parfois pour cela injurier ou crever leurs pneus. Ceux qui ne supportent plus de voir que lorsqu'on a un problème avec le gouvernement, on s'en prend aux travailleurs, naufragés dans des transports à l'arrêt, aux enfants se heurtant à des grilles d'école fermées, aux chefs de petites entreprises. Je vois que les râleurs ne sont pas seulement dans la rue. Aux chefs de petites entreprises supportant seuls le coût de l'absentéisme forcé de leurs employés, aux commerçants espérant rattraper les pertes subies l'an dernier et qui voient s'annoncer pour Noël de nouvelles pertes au plus grand profit d'Amazon, ceux à qui l'on dit que le service public a une obligation de continuité et qui constatent que 90% des grèves ont lieu dans le secteur public, ceux qui constatent que les soi-disant défenseurs du service public s'en prennent en priorité aux usagers de ce même service et que le baratin de la grève au service de tous n'est que le faux nez de la défense de privilèges corporatistes. Nicolas Sarkozy avait réussi en 2007 à faire voter une loi sur le service minimum qui a fonctionné pendant quelques années. Elle est désormais bafouée et inopérante. Ma question est la suivante, Monsieur le Premier ministre. Premièrement, pouvez-vous nous assurer de la détermination du gouvernement face au blocage présent et annoncé ? Deuxièmement, n'est-il pas temps, comme le proposent certains de nos collègues sur ces bancs, de réfléchir à de nouvelles dispositions sur le service minimum garanti ? Monsieur le Président Maluret, avec votre style inimitable, et d'ailleurs illimité, vous décrivez une réalité qui est préoccupante. Le droit de grève et le droit de manifester sont des libertés constitutionnellement préservées et défendues, et elles doivent être respectées. Nous le savons tous, je le dis et je l'ai toujours dit. Ce que je regrette, c'est que le choix des uns ou des autres puisse passer par la dénonciation des autres. Nous vivons dans une démocratie.
nous devons assumer nos choix et nos positions. Ceux qui font grève ont le droit de le faire, mais ils doivent le faire conformément à la loi. Menacer ceux qui ne font pas grève n'est pas correct. Ce que je veux dire, Monsieur le Président Malhuret, c'est que le gouvernement ne veut pas opposer les Français les uns aux autres. Je ne suis pas dans la logique consistant à dire qu'il y aura des vainqueurs ou des vaincus. Je pense que la solidarité nationale qui s'incarne dans un régime universel de retraite est exactement porteuse de la logique inverse. Celle dans laquelle tous les Français, quel que soit leur statut, c'est vrai, quel que soit leur métier, c'est vrai, contribuent à la retraite de tous les Français. Et notre invité politique ce matin, c'est Gérard Larcher. Bonjour, président du Sénat. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Yann. Et par Sébastien Coratin de l'Écho républicain, qu'on lit notamment dans votre ville de Rambouillet. C'est mon journal quotidien. Voilà. On va commencer bien sûr, Monsieur le Président, par cette réforme des retraites. Édouard Philippe qui a détaillé hier sa réforme. Vous demandiez, vous, au gouvernement, de sortir du flou, de l'ambiguïté. Est-ce que ce matin, vous y voyez plus clair? Écoutez, en tous les cas, on a des perspectives de réforme, mais qui sont marquées par ce que j'appelle le péché originel. On a refusé d'affronter la question de l'âge depuis le départ, et on se retrouve avec cette question de l'âge, qui est devenue, après cet appelé âge pivot, est devenu un âge d'équilibre. Et ce sujet-là va être le sujet de tension. On est passé, après une année et demie de concertation, souvenez-vous, un rapport cet été, on découvre l'âge pivot, ensuite on a la retraite grand-père, on a la retraite par secteur. Tout ça avait créé cette anxiété dont j'avais parlé chez un de vos confrères il y a 2 semaines. Il y a des choses dans les propositions du Premier ministre que je juge intéressantes. Par exemple, la décision de confier la gestion de la valeur du point aux partenaires sociaux. Vous savez que je suis attaché au paritarisme, ce n'est pas une chose simple. Mais on a vu que Agirc Arrco, eux, ils avaient été capables de faire face aux réalités. La question aussi des petites retraites inférieures à 1 000 euros, une conception plus large de la pénibilité, avec la question de l'emploi des seniors. En 2006, ça avait été un de mes sujets de préoccupation comme ministre du Travail, les 70% garantis. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est d'avoir découpé en secteurs, d'avoir des transitions qui ne sont pas définies, parce que je suis favorable à ce qu'on sorte du système des régimes spéciaux, pour mettre en place un système qui soit adapté à ce que certains appellent les pénibilités nouvelles, le travail décalé. Monsieur Larcher, excusez-moi pour résumer, est-ce que vous pensez que cette réforme, elle est juste, elle est nécessaire? La réforme était nécessaire. La réforme était nécessaire, sauf qu'elle n'aborde pas le premier sujet, qui est le sujet de l'âge légal de départ à la retraite. Je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder en face, qu'il faut regarder dans les yeux. Et à force d'avoir fait croire à certains partenaires sociaux qu'on n'en parlerait pas, eh bien, il y a la désillusion. Et il fallait s'attendre à l'attitude de Laurent Berger, que j'avais rencontré la semaine dernière. Il ne voulait pas qu'on mélange la notion de réforme systémique et la question de la durée, j'allais dire, d'une vie de travail. On va y venir, vous avez répondu sur une réforme que vous jugez nécessaire, est-ce que vous la jugez juste? Juste, faudra-t-il qu'on en ait évalué déjà les conséquences. C'est une réforme sans doute qui va coûter très cher, car pour être juste, on a découvert la question des enseignants, il y a peu de temps. Il y a peu de temps, c'est un sujet qu'on pensait avoir traité. Pas assez anticipé. On ne l'a pas du tout anticipé. Et d'ailleurs, il y a eu une forme d'étonnement collectif à la mobilisation des enseignants dans la première journée. Donc, c'est la demande du sens du débat que nous avons fait hier en conférence des présidents. Le 7 janvier, nous aurons un débat au Sénat sous forme de questions-réponses après un exposé général de chacun des groupes politiques. Il faut en effet qu'on y voit clair. Est-ce qu'on peut dire que la réforme est juste aujourd'hui? J'allais vous répondre, je n'en sais rien. Je pense qu'elle est viciée au départ par le fait qu'on ne s'est pas dit la vérité sur la question de l'âge légal. Et sur son financement, est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui?
Pas totalement, puisque comment on finance, si ce n'est par le budget, par exemple, les enseignants, comment on finance ce qui est un élément de justice, les 1 000 € minimum, on n'y voit pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que les retours à l'équilibre qui étaient programmés pour 2025 se sont éloignés. Il va falloir maintenant le calculer exactement. Ce sera tout l'intérêt du débat. C'est l'intérêt du débat avec le Parlement. Et pour ma part, je continuerai à rencontrer les partenaires sociaux. J'ai rencontré la CFDT la semaine dernière, la CFTC cette semaine, et jusqu'au mois de janvier, je rencontrerai l'ensemble des partenaires sociaux. C'est vous qui allez tenter de trouver une sortie de crise ? Non, en tous les cas, je vais essayer d'éclairer aussi le Sénat. Juste sur cette question de l'âge d'équilibre, qu'on soit clair, pour vous, il n'aurait pas fallu le maintenir dans la réforme annoncée hier ? Attendez, il y a un âge légal de départ à la retraite. Il faut affronter ce sujet. Et on a fait croire au nom de l'engagement du président de la République qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Mais le malus, c'est terrible. C'est une diminution du pouvoir d'achat demain des retraités et de leurs revenus. Ça, c'est un sujet d'injustice. La justice, c'est de dire la vérité aux gens. Donc il aurait mieux fallu reporter clairement l'âge de départ plutôt que de mettre un âge d'équilibre avec un malus, c'est ça ? Bien sûr. Mais à quel étiage ? 64, 65 ? Écoutez, nous avions une addition, parce que n'oublions pas que c'est nos familles politiques de la droite et du centre qui ont fait les réformes des retraites, auxquelles s'est ajoutée la réforme Touraine, qui prévoyait, sans changer l'âge légal, en fait un glissement. Mais c'était déjà là une forme d'hypocrisie. La réalité à regarder en face, c'est l'âge de départ. 64 ans, c'était la proposition que nous faisions, avec des rendez-vous réguliers. Comparé dans d'autres pays européens, on a dépassé les 64 ans. On a eu une réaction forte à ces annonces de Laurent Berger qui a dit « la ligne rouge a été franchie ». Il appelle à rejoindre la mobilisation. C'est quelqu'un que vous connaissez. Est-ce que vous êtes surpris par cette réaction ? Non, parce que je crois qu'on ne lui a pas dit les choses. Et que Laurent Berger, qui est un responsable syndical avec qui j'ai des relations régulières, je crois que la pire des choses, c'est de ne pas lui avoir dit la vérité. La vérité, quand il me rencontre, il sait que personnellement, la question de l'âge est une question qui est tranchée dans ma tête. Cette question de l'âge, elle est déjà évoquée depuis des mois. Elle était dans le rapport de Levoy dès juillet. Oui, enfin, pas la question de l'âge légal, puisqu'il l'avait transformé en âge pivot, que, je le rappelle, le président de la République, lui, avait préféré une durée de cotisation, puis ensuite avait parlé de la clause grand-père. Enfin, tout ça a créé cette opacité qui a créé l'anxiété. De l'anxiété, on est passé à la suspicion. Et de la suspicion à l'opposition. Voilà l'enchaînement qui nous conduit à cette crise avec les partenaires sociaux. Est-ce que cette crise, elle s'explique aussi par le fait qu'Édouard Philippe paye son manque de dialogue social depuis 2 ans ? Je ne sais pas si c'est Édouard Philippe qui... je pense qu'on a considéré les corps intermédiaires, et ce n'est pas uniquement lui, l'attitude du président de la République vis-à-vis des corps intermédiaires. Mais les corps intermédiaires, c'est les partenaires sociaux, c'est aussi les élus locaux qui se forment ces corps intermédiaires. Fort heureusement, hier, nous avons abouti sur le texte engagement et proximité. Le président de la République a renoué avec les maires, mais il a fallu la crise des Gilets jaunes et le grand débat, je rappelle. Mais justement, on parle de dialogue social. 2 ans de négociations, des centaines de rencontres bilatérales entre les syndicats, et pourtant là on arrive à un front uni de la mobilisation. Comment est-ce qu'on sort du conflit selon vous ? Qu'on arrête de se raconter des choses qui ne sont pas la vérité. La question de l'âge, elle est posée. Le Premier ministre a parlé de l'âge d'équilibre. Moi, je parle d'âge légal, de départ à la retraite. Je parle aussi, par contre, d'ajuster en fonction de la pénibilité des métiers, parce que l'âge légal, il est une chose, et puis il y a la réalité d'un certain nombre de métiers. Il y a des fonctions régaliennes qui sont des fonctions à risque. Il y a des métiers pénibles. Les métiers pénibles d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les métiers pénibles d'hier. Tout ceci, ça doit être ouvert au dialogue social et à la négociation sociale. Et là, concrètement, comment on sort du conflit aujourd'hui ? Parce que ce n'est pas en annonçant un report de l'âge légal qu'on va sortir de ce conflit. Écoutez, c'est au gouvernement de prendre les initiatives. Ce sera au Parlement de faire des propositions. Et nous pouvons être un moyen de, j'allais dire, dans le débat qui va être mené au Parlement, en relation avec les partenaires sociaux, en relation avec l'exécutif, de faire un peu ce lien. Un mot juste sur le calendrier, puisque vous parlez de ce débat au Parlement. Il arrivera au Parlement fin février, soit en pleine campagne municipale, à 2 semaines du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier ? Ce calendrier, je crois qu'il est nécessaire qu'il soit relativement ramassé. Encore faut-il qu'il ne soit pas bâclé. Si on doit reprendre le dialogue social, peut-être sera-t-il nécessaire d'un peu plus de temps. Voilà pourquoi la conférence des présidents, hier soir, a demandé au gouvernement
d'avoir un débat dès la rentrée de janvier, pour qu'avant le Conseil des ministres du 22 janvier, nous puissions, j'allais dire, nous éclairer mutuellement et en même temps conduire à la Commission des affaires sociales le nombre de rencontres qui seront nécessaires avec des partenaires sociaux, qu'ils représentent les salariés ou qu'ils représentent les entreprises. Et ce débat aura donc lieu la première semaine de janvier. Voilà. 17h30 le 7 janvier. C'est précis. Que pensez-vous de l'hypothèse des réquisitions de grévistes qui a été soulevée par Bruno Retailleau? Est-ce qu'il faut poser cette question d'un service minimum réel? La question, elle est posée parce que elle est posée réellement entre les droits des uns et les droits des autres. Naturellement, le droit de grève, il est constitutionnel et ça n'est sûrement pas Gérard Larcher qui se mettra en travers de ce droit de grève. En même temps, nous avons des devoirs vis-à-vis des usagers. Il y a des réalités du transport collectif, y compris des responsabilités environnementales de l'absence de transport collectif. Je l'ai dit, c'est un sujet qu'il faut voir à froid, dont il faut débattre. Nous voyons bien que la première amorce qui a été faite à l'époque par Nicolas Sarkozy a fonctionné, mais qu'il faudra sans doute réfléchir sur ce fonctionnement. Y a-t-il un droit au transport collectif comme il y a un droit à être soigné, la réquisition dans la police ou à l'hôpital, mais je pense que ce sujet sera traité à froid. Et pas maintenant, parce que les blocages sont partis pour durer. Est-ce que là, il ne faut pas se poser cette question maintenant? Vous savez, je ne suis jamais pour la pulsion. On a un sujet à traiter, on a un sujet pour renouer le dialogue social, il faut réformer notre système de retraite. C'est les rendez-vous que nous avons devant nous. Vous dénoncez le manque de clarté du gouvernement, mais est-ce que la droite républicaine, les Républicains, qui doivent d'ailleurs, je pense, dévoiler un contre-projet, est-ce qu'ils sont vraiment clairs sur leurs propres propositions? Oui, d'abord, ils affirment la question de l'âge. Ils affirment la question de l'âge. Ils affirment la sortie progressive des régimes spéciaux. C'est un point sur lequel il peut y avoir une forme de convergence. Ils ne pensent que... Et il y a un débat à l'intérieur, quelqu'un comme Éric Woerth et moi-même, pensons qu'il peut y avoir un régime de base à point, mais qu'il faut garder les régimes complémentaires. Et donc, les propositions, elles seront sur la table, elles sont claires. Et je rappelle que les seuls qui aient jusque-là conduit la réforme des retraites, c'est les familles politiques de la droite et du centre. Mais quand vous avez dit ni blocage, ni soutien à la réforme d'Édouard Philippe, ni soutien au mouvement, ni soutien à la réforme d'Édouard Philippe, est-ce que ce nini, il n'est pas un petit peu ambigu? Non, parce que je vous ai dit qu'il y avait des choses positives. Je pense qu'il y a un vice initial. C'est ne pas dire la vérité sur l'âge. C'est quand même le sujet essentiel sur les retraites. Allez, on va passer à un... Et puis, un mot. Tout ça va quand même coûter très cher. Parce que si nous voulons, et ça n'est que justice, dans une réforme de cette nature, que par exemple les enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants, soient traités d'une manière juste, eh bien il va falloir augmenter un certain nombre de traitements, notamment pour les carrières dans la fonction publique, et ceci ne sera pas sans conséquence sur le budget dès l'année 2021. Et vous êtes inquiet sur le financement de les mesures? Vous les jugez non financées? C'est-à-dire dans l'état financier où notre pays est. On a beau avoir entendu que 3% ça n'avait aucune importance, je ne suis pas totalement certain qu'on puisse continuer à être le champion d'Europe des déficits. Mais clairement, avec ce qui a été annoncé hier, il y a évidemment la revalorisation des carrières des enseignants, mais aussi des retraites minimales à 1 000 €. Ça va coûter. C'est la première réforme. Est-ce que pour vous, on va repasser au C'est la première réforme des retraites qui va coûter. Les autres avaient plutôt conduit à retrouver des formes d'équilibre. Oui, enfin, le bilan était un petit peu pondéré sur les réformes précédentes, notamment celle de Nicolas Sarkozy avec Xavier Bertrand, où les économies sur les régimes spéciaux, finalement, elles ne s'étaient pas vraiment faites. On a l'impression qu'à chaque fois, en fait, chaque réforme vise à rétablir l'équilibre, mais que ce n'est pas le cas, de fait. En tous les cas, là, ce ne sera pas sûrement le cas pour 2025, comme c'était annoncé. Et celle de la droite, elle est financée? Celle de la droite était pour partie financée, mais nous voyons bien que nous continuons à avoir un certain nombre de déficits. Voilà pourquoi il fallait cette transition sur les régimes spéciaux et il fallait faire glisser le critère de l'âge. Un mot sur une phrase qu'a prononcée Jean-Paul Delevoye, où il dit « On voit bien que sur un certain nombre de principes d'universalité pour tous, la fin des régimes parlementaires et des régimes spéciaux, il y a un soutien populaire ». Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'au gouvernement, on mêle les régimes parlementaires et les régimes spéciaux ? D'abord, on méconnaît un peu l'ordonnance de 1958, mais vous le savez, moi j'ai entamé, je l'ai annoncé en avril 2018, que naturellement le régime parlementaire du Sénat, celui dont j'ai la responsabilité, évoluerait pour rentrer
dans la réforme générale des retraites. Nous avons engagé des travaux et j'annoncerai ce matin en bureau. Je ne savais pas que la concomitance, le bureau, il est prévu depuis 6 mois. J'annoncerai qu'une fois la réforme votée, nous n'en connaissons pas, eh bien, je mettrai en place le groupe de travail du bureau pour faire évoluer le système de retraite, dont je rappelle qu'il est un régime autonome, que la cotisation aujourd'hui des sénateurs est autour de 15,50. Un cadre c'est 10,50, que pour les députés c'est 10,50, et que nous avons 60% qui est financé par, comme dans d'autres métiers, par notre caisse autonome. Il n'empêche que je pense que nous ne pourrions pas ne pas envisager de passer à une retraite à points pour le Sénat. Est-ce que vous avez quand même une petite proposition à faire? Les retraites des sénateurs, elle est 3 fois plus élevée en moyenne que celle des députés. Comment on fait? Que la réforme des députés, aujourd'hui les députés à la retraite sont traités comme les sénateurs. Simplement, nous allons mettre en place, nous sommes dans une situation différente, car les députés n'avaient plus de caisse autonome depuis plus de 15 ans. Nous avons une caisse autonome. Est-ce que vous allez vous battre pour la réserve? Pardon. Est-ce que vous allez vous battre pour garder la réserve que vous avez constituée? Nous allons conduire la réforme nous-mêmes. C'est pas question de nous battre. Nous allons faire une proposition, car nous devons être à la même aune que les Français. Nous l'avons déjà fait. Réforme de 2004. Réforme de 2010. Est-ce que quand Édouard Philippe, hier, dans son discours, dit que désormais, avec cette réforme, les élus seront traités comme tous les Français, en citant les députés, sans citer les sénateurs d'ailleurs, est-ce que vous approuvez ce propos? Ils seront traités comme tous les Français, mais aussi, j'ai noté hier, le maintien des caisses autonomes. Le Premier ministre a dit qu'il ne ferait pas de hold-up ou de main basse sur les caisses autonomes. Sur les réserves. Oui. Sur les réserves des Oui, mais caisses qui autonomes. appartiennent non pas à l'État, qui appartiennent aux cotisants et à l'institution. Il faut avoir en tête, au Sénat aujourd'hui, 12% est financé par les cotisations des sénateurs, 31% par la cotisation employeur, à comparer aux 74% que l'État apporte pour les autres régimes. Et pour le reste, 60%, c'est les produits de la caisse autonome. Sébastien Coratin. Mais nous engagerons donc cette réforme. Elle est nécessaire, là aussi. Elle était légitime, comme avaient été légitimes les ajustements après la réforme des retraites en 2004 et 2010. Sébastien Coratin, sur un autre sujet. Évoquons l'affaire Patrick Stroza, Jean-Pierre Sueur, le premier directeur de cabinet à l'Élysée, a refusé de recevoir le second sénateur socialiste du Loiret sur le sujet du budget de l'Élysée. Il explique que quand il est sollicité pour un entretien, il ne reçoit que les personnes dites respectables. Qu'est-ce que vous pensez de... Écoutez, j'irai pas plus loin. J'ai écrit au Premier ministre parce que... attendez, laissons-lui le temps. J'ai écrit au Premier ministre il y a 2 jours pour lui dire qu'il me semblait, lui qui est le garant des relations entre l'exécutif et le Parlement, que le pouvoir de contrôle d'une Assemblée, c'est en tous les cas pas un directeur de cabinet d'en fixer les limites. C'est un problème de personne ou c'est un problème plus global de relation entre l'exécutif et le Sénat? Je crois qu'il y a un problème de personne évident, mais les problèmes de personne ne doivent pas compter quand il s'agit d'un principe constitutionnel. Le Parlement vote la loi. Doit-il s'excuser, et contrôle le gouvernement. Ça le regarde. Moi, ce qui m'importe, ce sont les principes. Le rôle du Parlement, son rôle, c'est aussi de contrôler le gouvernement. Comment vous qualifiez aujourd'hui les relations entre le Sénat et l'exécutif? Très bonne avec ce qui doit être le quotidien, notamment avec le gouvernement. Très bonne, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais par exemple avec le Premier ministre, des relations avec le Président de la République qui sont courtoises et assez peu fréquentes. Assez peu fréquentes. Vous avez parfois dit qu'il ne vous écoutait pas. Écoutez... ça lui appartient, mais assez peu fréquente. Et ça veut dire que malgré ce qu'il a dit sur l'acte 2 du quinquennat, il n'écoutait pas plus les parlementaires? Je ne sais pas s'il n'écoute pas plus les parlementaires. Je pense que c'est aussi une mission qu'il a confiée au Premier ministre, et ça me semble logique. Moi, j'ai cette conception de la Ve République, vous savez, où le Premier ministre n'est pas uniquement, quelque part, le collaborateur du Président de la République. D'ailleurs, peut-être que c'est ce qui a été démontré hier
dans les propos du Premier ministre sur la réforme des retraites. Cela dit, vous dites des bonnes relations, mais vous n'êtes pas tendre avec le président. Vous dites qu'il y a un problème de cap, il y a un problème de méthode. Est-ce qu'il doit quand même revoir vraiment son logiciel dans la seconde partie du mandat? Je viens d'écrire un excellent livre paru aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Contre-pouvoir. Moi, j'ai une conception du pouvoir et du contre-pouvoir. Je ne suis pas là pour être l'ami ou l'ennemi. Je ne suis pas dans l'anti-pouvoir. À chaque fois qu'une décision nous paraît bonne, quand il s'agit des collectivités territoriales, hier, je me réjouis que nous soyons arrivés à un accord entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et les sénateurs. Mais je pense que notre rôle, on applique un principe de limitation en quelque sorte d'un pouvoir qui ne serait pas contrôlé. Voilà pourquoi je pense que la fonction de contrôle est importante. Alors justement, vous parlez de cette loi Lecornu. Hier, effectivement, députés et sénateurs se sont mis d'accord. Cette loi Lecornu, engagement et proximité, elle vise à répondre au malaise des maires. L'accord, il n'était pas gagné. Vous mettiez d'ailleurs en garde contre des lignes rouges. Finalement, c'est quoi? L'Assemblée nationale a fini par écouter le Sénat? En tous les cas, dans un excellent journal qui s'appelle La Voix du Nord, je me suis exprimé à la veille du congrès des maires. En effet, il me semblait que les travaux en commission à l'Assemblée nationale ne reprenaient pas simplement les travaux du Sénat, mais les engagements du président de la République à l'issue du grand débat, et notamment de sa rencontre avec les maires. Il s'agit de quoi? Le maire et la commune est au cœur de la démocratie locale. Les compétences entre l'intercommunalité et la commune, sur des sujets aussi quotidiens que l'eau et l'assainissement, que les compétences du quotidien, la voirie, les espaces verts. Le rôle et la place du conseil municipal dans les décisions. Et puis bien sûr, le statut des élus. Statut des élus qui n'est pas que la question indemnitaire, mais aussi dans quelles conditions les élus sont-ils protégés et les pouvoirs de police du maire à la protection. Tout ceci, je crois que nous avons avancé et que nous avons réussi à trouver les bonnes convergences. Vous voyez que sur ce sujet-là, il a fallu un moment s'exprimer fort, mais je rappelle que le Sénat, c'est les représentants des collectivités territoriales et que nous portions un travail qui avait été fait pendant plusieurs années au sein de la commission des lois. Et on a eu 2 rapporteurs, Mathieu Darnaud, Françoise Gatel, qui ont été très en phase avec les élus. Et moi-même, pour avoir rencontré très nombreuses assemblées générales de maires, très nombreux élus, je peux vous dire que c'était attendu. On a un deuxième rendez-vous, décentralisation. Justement, nouvelle génération de la décentralisation et nous allons commencer à travailler sur le sujet parce que vous voyez qu'avoir voté une proposition de loi, on se dit parfois à quoi ça sert de voter une proposition de loi. En juin 2018, sur cet ajustement de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, ça nous a conduit à l'accord en CMP d'hier, puisque 80% de ce qui était hier avait été voté très largement par les sénateurs. Ce qui est sorti de cette commission mixte paritaire, pour vous, c'est une victoire pour le Sénat ou c'est une position de... Je crois que c'est une victoire pour les collectivités territoriales et la commune, non pas contre l'intercommunalité. Je crois profondément à l'intercommunalité. Et à l'éco républicain, on sait bien mon engagement pour l'intercommunalité. Mais elle ne se fait pas au détriment de la commune et de l'effacement du rôle et de la place du maire. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt à un nouveau souffle de décentralisation, comme l'appellent les élus locaux? Je l'espère, je le souhaite, mais pour qu'il respire mieux et qu'il ait ce nouveau souffle, nous allons respirer avec lui et donc essayer d'inspirer d'abord les mesures d'une nouvelle génération de décentralisation pour expirer ensemble ensuite un très bon texte. Et une nouvelle génération. Qu'est-ce que concrètement vous entendez par cette nouvelle respiration? Est-ce que vous pouvez nous résumer la subsidiarité, le principe. Ce qui se fait le mieux en proximité, faisons-le en proximité. Quel est le rôle de la commune et de l'intercommunalité? La proximité, le quotidien, des plans d'aménagement du territoire. Le département, son rôle social et territorial, comment on le redéfinit? La dimension du médico-social, est-ce qu'une partie de la santé ne doit pas être transférée au département? Sur la région, son rôle économique, son rôle par rapport à l'emploi, est-ce que nous ne devons pas, par exemple sur la question de l'emploi, nous l'avions déjà abordé avec Manuel Valls, nous dire
que l'emploi, ça peut être délégué pour partie aux régions. Voilà quelques-uns des sujets. Il y a aussi le sujet de la santé. Vous savez, la question de la santé, de la désert médical, ça vous saute au visage dans tous les territoires. Dans les territoires que vos journaux connaissent bien, c'est une réalité très très forte. Est-ce qu'on continue à avoir une gestion totalement centralisée de la question de la santé? Est-ce qu'il ne faut pas territorialiser une partie des politiques de santé pour avoir au plan national des garanties d'équité? Mais aujourd'hui, alors que tout est au plan national, c'est l'inéquité totale. Il y a 3 fois moins de médecins généralistes dans le département voisin de l'Eure, ou dans le Perche, ou chez vous dans le Cambrésis, qu'il n'y en a, par exemple, dans mon département des Yvelines. Est-ce que c'est ça l'égalité républicaine? Allez, pour terminer, on va parler de votre parti, les Républicains. Christian Jacob en a pris la tête aujourd'hui. Comment vont les Républicains? Plutôt pas mal. Et en tous les cas, nettement mieux. Il y a un dialogue, il y a un débat. Nous allons préparer un projet. Le sujet pour les Républicains, c'est de redéfinir leur projet, mais surtout pour toutes les formations politiques, de retrouver la confiance des citoyens. Et retrouver la confiance, c'est être en proximité avec eux, être attentif avec eux, mais aussi être clair. Nous sommes clairs sur la ligne politique des Républicains. C'est avec les familles du centre, c'était le sens des conventions. Dans quelques jours, je renverrai les travaux des conventions que j'ai conduits depuis le mois de juillet avec la société civile, avec les élus de la droite et du centre. Est-ce que vous pouvez nous en faire un premier bilan, en tout cas les grandes lignes de ce bilan? Ah, ça méritera que vous me réinvitiez. Parce que 12 conventions, des heures, des piles d'échanges, ça ne peut pas être traité simplement, au fond, la verticalité. Si je devais le résumer, ce qui vient d'en haut, ça ne marche plus bien. Et il faut repartir de la verticalité. D'en bas, comme disait Seyès, la confiance vient d'en bas, l'autorité viendra d'en haut, et de surcroît. C'est-à-dire que la droite en a fini avec l'idée d'un grand chef qui s'impose à tous? Non, le grand chef, entre guillemets, c'est l'élection présidentielle qui le désignera, parce qu'il deviendra, s'il est élu, le père de la nation. Mais je crois que c'est à partir des expériences locales, des élus du territoire, de cette trame, par exemple de 550 000 élus du territoire, qu'on peut rebâtir la confiance. Et rebâtir, ce qui me préoccupe le plus, c'est la cohésion du pays. J'assiste tellement à des replis des uns par rapport aux autres, à des fractures dans le pays. Il y a des parties de territoire, pas que ruraux, pas que les territoires ruraux, qui ont le sentiment de ne plus être dans la République, qu'entre métropolisation, financiarisation, mondialisation, eux, ils n'existent plus. Ils se sont retrouvés fin 2018, pour un certain nombre d'entre eux, sur des ronds-points. Aujourd'hui, je les sens ne plus être en confiance. Et ils n'ont plus confiance qu'en un seul élu, c'est l'élu municipal et le maire. Ça, c'est un vrai défi pour ceux qui ne sont plus élus municipaux. Alors justement, vous soulignez souvent la nécessité démocratique, c'est vos propos, de sortir d'un axe Emmanuel Macron-Marine Le Pen. Est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État parfois instrumentalise, appuie sur cette je ne sais pas, j'ai un souvenir de discours quelques jours avant les européennes, j'avais cru percevoir. Moi je pense qu'une démocratie, elle doit offrir des alternatives, et que ces alternatives, c'est pas entre d'un côté un démocrate réel et le président de la République, comme sa formation, c'est un parti totalement démocratique, le Rassemblement national dont je ne partage pas les valeurs. Sur les municipales, Julien? Alors, évidemment, ça va vous intéresser particulièrement. Dans quelques mois, nous aborderons une autre bataille, celle des municipales. Vous allez vous impliquer comment dans cette campagne électorale? Je vais m'impliquer avec les candidats qui souhaiteront que je m'implique. D'abord, l'élection municipale, c'est d'abord une élection locale, autour d'un projet, avec des équipes souvent composites. Je raconte toujours que ma première élection à Rambouillet, mon premier adjoint était plutôt radical de gauche, et ma deuxième adjointe s'appelait Christine Boutin. Vous voyez l'assemblage Chardonnay, Sauvignon, Syrah. Parce que c'est ça la vie locale. La vie locale, c'est la respiration en proximité autour d'un projet avec des citoyens. Il y a naturellement un certain nombre de villes où le choix est plus politique, mais il se fait quand même sur un projet, avec des équipes. Et nous voyons bien que les maires sortants, ceux de 2014, si on parlait,
j'allais dire, en spécialiste des courses que je suis, ils ont une grande encolure d'avance sur les autres. Alors justement, vous parliez de cet ancrage territorial de ces élus locaux, c'est ce qu'il reste aux Républicains. Est-ce que du coup, pour vous, les municipales sont une question de survie pour votre parti ? Il ne reste pas que ça aux Républicains. Nous sommes le premier groupe au Sénat, nous sommes le premier groupe d'opposition, et nous avons cette trame d'élus locaux qui, dans la traduction par exemple, et la présidence de l'AMF par François Baroin, c'est une réalité. Mais ce qui nous devons tous rebâtir, c'est la confiance autour d'un projet. Et ça, c'est vraiment l'enjeu des temps qui viennent. Une formation politique, elle n'a d'intérêt que si elle propose aux citoyens un projet et qu'elle noue avec ses citoyens, eh bien, une espèce de pacte de confiance. À quel seuil vous situez un succès électoral pour votre camp aux élections municipales ? Écoutez, là, je ne fixe pas de seuil. Je pense que nous serons dans un résultat qui se mesurera ensuite à l'élection du président des maires. Mais vous savez qu'on considère aujourd'hui que plus de 60% des élus, avec ou sans étiquette politique, sont assez proches des idées, des familles politiques, de la droite républicaine, du centre et du centre-gauche. Alors je vois sur mon territoire les élus LR qui repartent, avancent un peu masqués avec des listes citoyennes ou de rassemblement. On est un peu face à une droite qui ne dit pas son nom. Ça a toujours été le cas. Cherchez sur mes affiches à Rambouillet, vous verrez que ça a d'abord été... tous pour De Jean-le-Rotrou, tous pour Rambouillet. Vous qui avez fait une grande tournée des maires, vous avez rencontré ces élus locaux, vous n'êtes pas un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de retour ? Pas du tout. Je pense que je vois les gens qui tiennent le territoire. J'étais samedi en Seine-Maritime, vous savez, ils viennent d'affronter Lubrizol. J'ai trouvé des élus extraordinairement responsables. Et c'est à mon avis ce qui compte notre pays. On aimerait vous entendre sur deux villes, Paris et Marseille. Paris, tout d'abord, vous prenez la défense des maires sortants à l'instant. Rachida Dati, elle envisage de présenter des candidats contre des maires LR sortants. C'est notamment le cas dans le 15e et dans le 17e. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rachida Dati a été choisie par la Commission nationale d'investiture. Elle est donc la candidate que je soutiens. Mais il y a aussi des maires sortants dans des arrondissements, des maires sortants qui appartiennent ou sont proches de notre famille politique, qui ont bien travaillé. Je pense et je soutiens, nous aurons bientôt une commission nationale d'investiture pour eux, et je soutiendrai cette position. Marseille, on a fait un choix. Martine Vassal, ce choix a, en quelque sorte, comme tout choix, mis Bruno Gilles deuxième. C'est, vous le savez, un très bon sénateur. C'est un élu très enraciné dans son territoire. Tellement enraciné qu'il a maintenu sa candidature. Oui, vous lui demandez d'abandonner ou pas ? Je pense qu'il faut qu'il se rapproche, Martine Vassal et lui. Je continuerai inlassablement à être quelqu'un qui tente de rapprocher les uns et les autres. On a deux candidats, deux personnalités, deux élus de très grande qualité. J'aimerais bien que leur énergie se conjugue pour Marseille et pour la métropole. Mais il a quitté les Républicains. Est-ce que vous avez encore un espoir qu'il y ait une candidature commune ? Écoutez, il y a ceux qui quittent, mais qui restent si proches de la famille qu'on peut toujours leur parler. Il en fait partie. Il commence à être nombreux à l'extérieur de la famille. Non, il y a plutôt... La famille va nettement mieux, je vous le dis. Elle est surtout, aujourd'hui, très ouverte et accueillante. Ça, nous le devons à Christian Jacob. Et je dois dire que je m'y sens bien. J'y étais resté, mais aujourd'hui, je m'y sens très bien. Merci beaucoup. Merci Gérard Larcher d'avoir été avec nous. Merci Monsieur le Président du Sénat. Merci Sébastien. Merci Julien. On va tout de suite passer au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Un Club des Territoires largement consacré bien sûr à l'analyse de l'interview de Gérard Larcher. Dans 20 minutes, nous regarderons ensemble notre reportage en région. Cette semaine, vous le savez, nous sommes dans l'Yonne pour parler environnement, écologie à l'heure de la COP25. Nous irons à Sens pour voir comment les collectivités locales luttent contre les émissions de gaz à effet de serre. Mais d'abord, nous allons revenir sur cette interview de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était notre invité pendant une demi-heure.
Alors, on va analyser tout ça. On va d'abord l'écouter, Gérard Larcher. Il est revenu sur la réforme des retraites et les annonces d'Édouard Philippe. On l'écoute. Est-ce qu'on peut dire que la réforme est juste aujourd'hui? J'allais vous répondre, je n'en sais rien. Je pense qu'elle est viciée au départ par le fait qu'on ne s'est pas dit la vérité sur la question de l'âge légal. Et sur son financement, est-ce que vous y voyez plus clair aujourd'hui? Pas totalement, puisque comment on finance, si ce n'est par le budget, par exemple, les enseignants, comment on finance ce qui est un élément de justice, les 1 000 euros minimum, on n'y voit pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que les retours à l'équilibre qui étaient programmés pour 2025 se sont éloignés. Il va falloir maintenant le calculer exactement. Ce sera tout l'intérêt du débat. C'est l'intérêt du débat avec le Parlement. Et pour ma part, je continuerai à rencontrer les partenaires sociaux. J'ai rencontré la CFDT la semaine dernière, la CFTC cette semaine. Et jusqu'au mois de janvier, je rencontrerai l'ensemble des partenaires sociaux. C'est vous qui allez tenter de trouver une sortie de crise? Non. En tous les cas, je vais essayer d'éclairer aussi le Sénat. Juste sur cette question de l'âge d'équilibre, qu'on soit clair, pour vous, il n'aurait pas fallu le maintenir dans la réforme annoncée hier? Attendez, il y a un âge légal de départ à la retraite. Il faut affronter ce sujet. Et on a fait croire au nom de l'engagement du président de la République qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Mais le malus, c'est terrible. C'est une diminution du pouvoir d'achat demain des retraités et de leurs revenus. Ça, c'est un sujet d'injustice. La justice, c'est de dire la vérité aux gens. Donc il aurait mieux fallu reporter clairement l'âge de départ plutôt que de mettre un âge d'équilibre avec un malus, c'est ça? Bien sûr. Mais à quel étiage? 64, 65? Écoutez, nous avions une addition, parce que n'oublions pas que c'est nos familles politiques de la droite et du centre qui ont fait les réformes des retraites, auxquelles s'est ajoutée la réforme Touraine, qui prévoyait, sans changer l'âge légal, en fait un glissement. Mais c'était déjà là une forme d'hypocrisie. La réalité à regarder en face, c'est l'âge de départ. Voilà pour cette interview de Gérard Larcher. Bonjour, merci d'être avec nous, Caroline Vigoureux, Thierry Dupont. On va revenir bien sûr longuement sur cette interview. Il a réagi à la réforme des retraites, aux annonces d'Édouard Philippe. Il ne l'avait pas fait encore, le président du Sénat. Et il a dit en quelque sorte qu'Édouard Philippe payait ses mensonges, son manque de clarté sur cette réforme, Caroline Vigoureux. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait Gérard Larcher dénonce plus la méthode que le fond. Il parle notamment, je crois, de réformes viciées parce qu'effectivement le Premier ministre n'aurait pas dit la vérité dès le début. Finalement, ce qu'il reproche au gouvernement, c'est son attitude vis-à-vis des syndicats, peut-être parfois son mépris ou son indifférence à leur égard. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est la réaction de la droite qui est quand même pour la réforme, en tout cas pour son principe, pour celui de la suppression des régimes spéciaux, mais qui dénonce la méthode. Donc c'est un discours un peu subtil à voir s'il sera audible par l'ensemble des Français. Thierry Dupont. En clair, la droite, elle voudrait aller plus loin. Elle voudrait qu'on recule l'âge légal de départ à la retraite. Elle voudrait le faire passer à 64 ans, voire 65 ans, selon les personnalités. Gérard Larcher, il est totalement sur cette ligne-là. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, il a des entretiens avec, par exemple, Laurent Berger, le patron de la CFDT, et qu'il ne cache pas ce qu'il veut. Et qu'à partir de là, le dialogue peut être franc et direct. Et ce qu'il dit en creux, c'est qu'en fait, le gouvernement, lui, n'a pas dit la vérité, par exemple, à Laurent Berger, et que Gérard Larcher vante toujours sa méthode, les discussions en bilatéral. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses interlocuteurs, il faut traiter ses interlocuteurs correctement. Il faut avoir un goût pour le dialogue avec les corps intermédiaires, ce qu'a n'a pas fait le gouvernement, visiblement, ces derniers mois. Encore une fois, il se présente en chantre du dialogue social, Gérard Larcher, ce matin. Lui, il va recevoir les syndicats, lui, il leur parle franchement. Oui, c'est pourtant ce qu'a essayé de faire Édouard Philippe en les recevant, mais le gouvernement avait pris le contre-pied en disant on va volontairement laisser des flous pour dire qu'en fait, il y a encore beaucoup de leviers d'action et beaucoup de choses sur la table à négocier. Finalement, ça s'est retourné contre le gouvernement, puisque les syndicats ont dit, puisque vous nous dites pas les choses, finalement, on est pris au dépourvu, et finalement, ils se retrouvent avec un front syndical unanimement contre. Et c'est vrai que Gérard Larcher a une habitude de dialogue avec les syndicats, et c'est quelque chose qu'il reproche au gouvernement depuis le début du quinquennat, comme il reproche au gouvernement son manque de considération pour les élus locaux, son manque de dialogue tout court avec les corps intermédiaires. Alors quand Gérard Larcher nous dit qu'il aurait fallu être plus clair, il aurait fallu dire qu'on repoussait cet âge légal de départ à la retraite. Est-ce que vous pensez que ça peut être audible aujourd'hui dans l'opinion et auprès des syndicats ?
Alors auprès des syndicats, sans doute pas, mais auprès de l'électorat de droite, oui, sans doute. Et il ne faut pas oublier qu'une partie de l'électorat de droite est passé dans le camp du gouvernement et que donc je pense que la stratégie de la droite, en tout cas celle de Gérard Larcher, c'est de dire vous voulez faire une réforme, chiche, faisons une vraie réforme. Ce que vous proposez là ne sera pas efficace. D'abord, c'est trop loin, c'est trop décalé dans le temps, ça va coûter de l'argent. Gérard Larcher a beaucoup insisté là-dessus parce qu'on ne sait pas très bien comment vont être financés tous les aménagements qui sont proposés par le gouvernement. Donc voilà, une vraie réforme, ok. Allons-y. Un mot sur ce qu'il a dit, Caroline Vigouroux. Il a dit qu'il y aurait un débat au Parlement la première semaine de janvier, que ça a été acté hier en conférence des présidents. Oui, ça sera intéressant à suivre parce que il y a, à droite, il y a les Républicains du Sénat et les Républicains de l'Assemblée. Sur tous les textes, quasiment, ils ont quand même des lignes assez différentes. Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les Républicains à l'Assemblée sont sur une ligne peut-être plus dure, en tout cas moins consensuelle, que les Républicains du Sénat. Et tout l'enjeu maintenant... après l'étape du Conseil des ministres sera le débat au Parlement, après celui de janvier, le réel débat parlementaire en février. Ça sera intéressant de voir comment les droites respectives, Assemblée et Sénat, se positionnent par rapport à ce texte. Et justement, cette ambiguïté dont parle Caroline, vous en parlez cette semaine, Thierry, dans l'Express. L'opposition cherche ses lignes et vous montrez bien que les Républicains, ils ont eu du mal à se mettre d'accord sur une ligne commune sur ce projet de loi. Ils ont fait des pas les uns vers les autres. En tout cas, ils essayent. Oui, parce qu'il y a plusieurs lignes chez les Républicains. Il y a la ligne traditionnelle, je dirais, libérale, incarnée par Bruno Retailleau au Sénat, mais également par Éric Woerth à l'Assemblée. Et puis, vous avez une nouvelle génération d'élus, souvent des quadras, qui sont plutôt élus de circonscriptions ou de territoires plus populaires, et qui, eux, développent une philosophie, et notamment une philosophie économique et sociale, plus interventionniste, plus en direction des classes moyennes. Et ça, c'est plutôt incarné soit par quelqu'un comme Guillaume Pelletier, soit par des gens comme Aurélien Pradier, qui est une des valeurs montantes du parti. Et on voit bien qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Par exemple, sur l'âge de départ en retraite, il y en a ce qu'on appelle les mesures paramétriques en jargon, ils n'étaient pas très favorables, les plus sensibles à la droite sociale, pour faire court, n'étaient pas très allantes sur ce domaine-là, alors que les libéraux, et même Gérard Larcher, disent il faut y aller, il faut faire une mesure d'âge. Donc, ils ont du mal à se mettre d'accord. Ils essayent de travailler faire converger leurs idées. Ils y sont plutôt parvenus récemment. Alors, sur la question des mobilisations, des blocages, on a demandé à Gérard Larcher ce qu'il pensait de la proposition de loi de Bruno Retailleau. Et il est resté sur sa ligne, toujours une fin de non-recevoir. Il parle de pulsion. Il ne faut pas faire des lois sous la pulsion. Oui, alors que Bruno Retailleau est donc chef du groupe LR au Sénat, lui, il assure qu'il est quand même majoritairement suivi dans sa proposition de loi. On verra, je crois qu'elle est encore soumise à co-signature. C'est vrai que c'est une proposition très clivante en elle-même de réquisitionner, d'offrir la possibilité aux entreprises de réquisitionner le personnel gréviste. En même temps, c'est la signature de Bruno Retailleau qui est lui sur une ligne plus dure que celle de Gérard Larcher. Finalement, peut-être que leur décalage sur cette proposition de loi illustre aussi leur décalage sur les questions sociales, où Bruno Retailleau campe sur une ligne, oui, beaucoup plus ferme, quand Gérard Larcher est un adepte du dialogue, avec plus de rondeur et de souplesse. Est-ce qu'ils s'éloignent de plus en plus, Bruno Retailleau et Gérard Larcher ? Non, mais ils ont des stratégies personnelles différentes qui tiennent à leur positionnement respectif. Il y en a un qui est le président du Sénat et qui compte bien le rester, ça, on a bien compris. Et puis Bruno Retailleau qui, lui, incarne une sensibilité de la droite et qui le dit régulièrement. Si ces idées ne sont pas défendues lors de la prochaine présidentielle, il réfléchira à se présenter lui-même. Alors, en revanche, quand on lui a demandé comment étaient les relations entre le Sénat et l'exécutif, eh bien là, il a eu l'air de dire qu'il n'y avait pas de friture sur la ligne. Ça se passe bien. Oui, alors que ça a été quand même assez heurté depuis le début du quinquennat. Et pour preuve, la révision constitutionnelle qui est toujours au point mort. On ne sait même pas bien où ça en est. Le gouvernement avait mis la responsabilité sur le Sénat met la responsabilité sur le gouvernement. Et personnellement...
Emmanuel Macron et Gérard Larcher s'entendent bien, toujours eu des rapports assez cordiaux. Quand Emmanuel Macron avait été élu, l'un des premiers qu'il avait été voir, c'était Gérard Larcher. C'était un geste qui était très apprécié. Mais depuis le peu de cas d'Emmanuel Macron pour les élus locaux, pour les corps intermédiaires, à braquer Gérard Larcher, leurs relations sont quand même plus distendues qu'auparavant. Ça se passe pas si bien que ça, en fait, Thierry Dupont. Non, ça se passe pas si bien que ça. Et puis, au gouvernement, on soupçonne Gérard Larcher d'avoir un agenda politique, de vouloir, pourquoi pas, être un recours en 2022 si le pays était au bord de l'explosion. Donc voilà. Donc il y a des petits, il y a des tensions. Elles se sont illustrées récemment avec je dirais l'altercation entre Jean-Pierre Sueur et Patrick Stroda par voie de presse interposée. Voilà, bon, après, il ne faut pas les surestimer. Ils arrivent quand même à s'entendre quand il le faut. La preuve, c'est l'accord qui a finalement été trouvé sur le projet de loi engagement et proximité, puisque finalement, il y a eu une commission mixte paritaire qui a été conclusive. Ce n'était pas gagné d'avance. Et visiblement, donc, on a trouvé, entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat, on a trouvé des terrains d'entente. Sur les Républicains, là aussi, Gérard Larcher dit que ça se passe bien et même qu'ils s'y sont mieux depuis que Christian Jacob a pris la tête du parti. Je pense que pour Gérard Larcher, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, depuis que Christian Jacob a pris la tête du parti qu'avec Laurent Wauquiez, où les lignes étaient quand même radicalement différentes. Là, Christian Jacob, Gérard Larcher, ils se connaissent bien, ils s'apprécient, ils sont sur des lignes avec des nuances, mais plus proches qu'ils ne l'étaient de Laurent Wauquiez, où finalement, il était là parce qu'il était loyal à sa famille politique, mais il ne se retrouvait en rien dans la ligne défendue par Laurent Wauquiez. Et c'est l'opinion, je crois, qui avait parlé de dévauquierisation du parti. Tout à fait. Dans cet article. Donc forcément, nouvelle ligne, ça convient à Gérard Larcher. Oui, c'était d'abord Christian Jacob et Gérard Larcher, c'est un peu le même creuset du chiracisme. Il y a quand même une patte sociale affirmée, un ancrage dans les territoires, et puis beaucoup moins de différences, notamment sur les sujets régaliens, où on sentait bien que Laurent Wauquiez, lui, voulait toujours pousser davantage sur ces thématiques-là, thématiques régaliennes, thématiques de l'identité, ce qui n'est pas du tout ce que Gérard Larcher aime comme thématique. Et voilà pour cette analyse de l'interview de Gérard Larcher. On va se rendre dans une rédaction locale, c'est le principe de cette émission. On va aller aujourd'hui à Marseille, retrouver nos partenaires de la Provence. Bonjour Guillaume Ricavi, vous êtes le directeur des rédactions de la Provence. Édouard Philippe, qui a présenté hier les grands principes de la réforme des retraites, et les syndicats, qui sont vent debout. Et les syndicats sont vent debout, effectivement, à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône aussi, effectivement, très remontés contre les mesures annoncées par le Premier ministre. C'est ce qu'on explique, dans le journal ce matin, avec, effectivement, on l'a bien vu et vous en parliez sur votre antenne, l'entrée dans le jeu de la contestation de la CFDT, qui avait été silencieuse depuis la première mobilisation du 5 décembre et qui compte bien faire entendre sa voix. Une mobilisation qui, dans les Bouches-du-Rhône, même si, lors de la manifestation de mardi, les rangs étaient un petit peu plus clairsemés, ne diminue pas, notamment dans la pétrochimie. Ce matin, des sites de production pétrochimique de l'étang de Berre, à côté de Marseille, sont toujours en grève. Et après la partie expédition de ces sites, c'est la partie production qui va être à l'arrêt aujourd'hui, faisant craindre bien évidemment une crainte de pénurie d'essence à Marseille et dans la région de façon plus globale. C'est en tout cas la menace qui va peser jusqu'à la prochaine mobilisation dans la rue, le 17. Rendez-vous est déjà donné à Marseille sur la Canebière pour une grande mobilisation très large, puisque on se le disait, tous les syndicats, à l'exception du MEDEF, sont maintenant opposés aux mesures annoncées par le gouvernement. Voilà, et c'est donc à lire dans la Provence. Autre sujet à lire aujourd'hui dans votre journal, Guillaume, ça parle de déchets, de tri. Et on apprend que la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est à la traîne, selon les derniers chiffres présentés hier, et que seuls les habitants des Hautes-Alpes sont des bons élèves.
Ouais, c'est un peu ça, effectivement, Oriane, hein. Si on regarde les chiffres présentés par Citeo, qui est un organisme spécialisé dans la collecte des déchets, eh bien, dans la région PACA, les habitants, par habitant, en tout cas, on collecte chaque année un petit peu plus de 50 kilos de déchets. On trie, pardon, un peu plus de 50 kilos de déchets. Alors, vous allez me dire, bah, c'est plutôt pas mal, 50 kilos de déchets. Mais si on regarde avec la moyenne nationale, eh ben, on est un petit peu loin, puisqu'on est à 70 kilos de déchets traités par an et par habitant. Si on regarde plus dans le détail, la structuration de cette collecte de déchets dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien on se rend compte que les Alpes d'Haute-Provence sont plutôt bon élève avec 58 kilos de déchets traités, les Hautes-Alpes, la région de Gap notamment, avec plus de 88 kilos de déchets traités, c'est plutôt pas mal. Et puis mauvais élèves, très mauvais élèves, les Bouches-du-Rhône, 35 kilos de déchets traités par an. Bah, je vous le disais, c'est un petit peu moins de la moitié de la moyenne nationale en matière de déchets. Donc il y a beaucoup de progrès à faire en la matière. Notamment, ça passe par de la pédagogie, ça on s'en doute. Et puis Citeo nous explique qu'il y a aussi nécessité de moderniser les méthodes de collecte, de les moderniser, puis également de les simplifier pour rendre ce geste évident à tous les habitants des Bouches-du-Rhône et notamment de Marseille. Voilà, carton rouge pour les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup Guillaume Ricavi d'avoir été avec nous. On va revoir votre une avec cette photo d'Édouard Philippe. Réforme des retraites, ce qui respire, ce qui enrage. Merci Guillaume, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et c'est maintenant l'heure de notre reportage en région. On va à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, vous le savez, nous sommes dans Lyon pour parler écologie, environnement à l'heure de la COP25. L'un des principaux enjeux de cette COP, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Vous allez le voir, les collectivités, elles mettent en place des solutions pour diminuer ces émissions. Illustration à Sciences, dans Lyon, où se sont rendus Quentin Calmet et Romane Boudier. Depuis la COP21, on le voit, les citoyens demandent de plus en plus des actions concrètes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les collectivités locales, que ce soit la région, le département ou les communes, elles sont en première ligne dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. On va en parler avec les élus locaux de la communauté d'agglomération de Sens. Bonjour Charles Moreau. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents de la communauté d'agglo de Sens. Exactement. On est où ici? Nous sommes sur le site de la chaufferie. On va voir? On va voir. C'est parti. Cette usine, elle existe depuis 50 ans. Qu'est-ce qui a évolué depuis 2012? En fait, on a pris la décision en 2012 de maintenir et de développer notre taux d'énergie renouvelable. Donc on a fait effectivement appel à la mise en place d'une chaufferie bois. Cette chaufferie bois permet d'utiliser des plaquettes qui sont prises dans les 100 km autour de la ville de Sens et qui maintiennent notre taux d'énergie renouvelable. Parce qu'en plus, c'est un département qui produit beaucoup de bois. Effectivement, on parle beaucoup des forêts du Morvan que vous avez visitées dernièrement. Et effectivement, ça nous permet aussi de récupérer cette énergie-là. Oui. On va voir le réseau? On va voir. Cette chaufferie, elle doit alimenter à terme 6200 logements à Sens. C'est là l'une des actions concrètes en faveur de la transition énergétique. Mais alors, est-ce qu'il y a une ambition forte en matière de politique environnementale pour les élus locaux? On va aller poser la question à la maire de Sens. Bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Louise Faure, vous êtes la présidente de l'agglomération du Grand Sénonais, vous êtes la maire de Sens. On a vu les collectivités locales qui sont de plus en plus en première ligne depuis la COP21 dans la lutte pour le développement durable. Vous diriez qu'il y a eu une prise de conscience forte ici aussi à Sens? Je pense que chacun a pris conscience au niveau national, international, et ils sont sensibles, enfin les concitoyens sont sensibles à tout ce que nous pouvons faire à notre niveau de compétences en direction de cette sauvegarde, peut-être pas du climat, mais de cette écologie de vie quotidienne. Nous veillons à faire en sorte que toutes nos décisions soient cohérentes, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas suivre les modes particulièrement. Voilà, les appels sont de plus en plus nationaux, donc du coup c'est... Ouais, mais bon, ceux qui cherchent des initiatives locales et qui ne les trouvent pas, forcément, on doit se faire le relais de ça. Bonjour Mathieu Bitoun. Bonjour. Donc vous êtes un des militants qui est à l'origine des marches pour le climat ici à Sens. On a rencontré les élus locaux qui nous disent qu'ils ont une action concrète en faveur du climat. Est-ce que selon vous, cette action, elle est à la hauteur aujourd'hui ?
Je pense clairement non. On a fait pas mal d'ateliers sur tous les sujets, l'eau, la gestion des déchets, la biodiversité, la mobilité, les mobilités douces, les alternatives à la voiture, etc. Sur tous ces sujets-là, je pense que c'est très en deçà de ce qu'il faut faire. En fait, c'est assez simple, hein. Je pense, comme dans tout en politique, il y a des choses qu'on a envie de faire et puis il y a des priorités et on met l'argent quelque part. À Sens, clairement, c'est la 5e roue du carrosse. Il suffit d'analyser les budgets pour le voir, hein. On le voit, il y a une attente forte des citoyens en matière d'écologie. Les élus assurent avoir entendu le message, mais rappellent aussi que ces politiques vertes demandent davantage de moyens, ainsi que plus d'expertise dans les territoires. Voilà pour ces reportages dans Lyon de Quentin Calmet, Romane Boudier. Vous avez pu les voir toute la semaine. Quentin sera avec nous demain pour les débriefer. On va passer à la revue de presse, ce qu'il y a dans vos quotidiens régionaux aujourd'hui. Rebonjour Steve. Rebonjour. Et à la une de la presse ce matin, évidemment, les annonces d'Édouard Philippe. C'est un véritable Big Bang selon l'Est éclair. Fin des régimes spéciaux, âge d'équilibre à 64 ans. Entrée dans le nouveau système à partir de la génération née en 1975. Le quotidien Au Bois revient sur le projet de l'exécutif. Un projet, on le sait, rejeté à l'unanimité par les syndicats, Oriane. La une de la presse de la Manche. Elle revient aussi sur les annonces. La presse de la Manche qui n'hésite pas à faire ce jeu de mots. Le gouvernement qui ne bat pas en retraite. Malgré la mobilisation sociale, malgré le soutien des Français à cette mobilisation, l'exécutif ne recule pas. On notera là encore cette photo d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui semble pointer quelqu'un ou quelque chose du doigt. La presse de la Manche qui insiste aussi sur la réaction de la CFDT aux annonces et l'appel à la mobilisation lancé par Laurent Berger la semaine prochaine. À la une de l'Union, le front du refus. Oui, alors à la une de l'Union, ce front du refus, c'est l'Union qui revient sur la colère de la CFDT et qui prévoit un durcissement de la contestation dans les jours qui viennent. Ici, on trouve une photo d'Édouard Philippe, le visage plutôt fermé, le regard vers l'horizon. On y devine un Premier ministre bien déterminé à affronter justement ce front du refus, Oriane. Et puis, on va terminer avec la République des Pyrénées, la décision d'Emmanuel Macron cette nuit qui a rendu cette une caduque. Ouais, je vais vous parler des coulisses de la non-venue d'Emmanuel Macron à Pau. Le président devait se rendre dans la ville lundi et mardi. Il devait y rencontrer les dirigeants des 5 pays du Sahel, le fameux G5 Sahel. Mais l'information est tombée dans la nuit. Ce rendez-vous n'aura pas lieu, en tout cas pas tout de suite. En raison de l'attaque djihadiste de mardi au Niger, Emmanuel Macron a décidé de reporter le sommet. Il devrait avoir lieu au début de l'année prochaine. Merci beaucoup Steve. On va regarder vos unes. La une de l'Opinion, Caroline, retraite. Philippe engage l'épreuve de force. Oui, avec un Premier ministre déguisé en Père Noël sur le dessin de notre dessinateur CAC. Et l'idée, c'était de raconter comment il a à la fois braqué les oppositions et les syndicats en déterminant un âge pivot de 64 ans, alors même que Matignon avait voulu faire des cadeaux, justement, d'où le Père Noël. On va lire ce qu'il dit quand même sur ce dessin. Ah ben zut, j'ai tout distribué, c'est ballot. Voilà. Voilà. Chouette dessin à la une de l'Opinion. Les retraites, c'est aussi à la une de l'Express. Retraite, les dessous de la réforme. Oui, on est revenu sur les mois et les semaines qui ont précédé les annonces d'Édouard Philippe. On s'est intéressé à l'élaboration de la genèse de cette réforme. Et puis... En une minute, un petit papier. Le papier politique sur les bébés Chirac, fils de Chirac, frère de Barouin. Oui, c'est un très bon papier d'Éric Mandonès sur ce club des 5. C'est l'histoire d'une bande de potes qui se sont rencontrés dans les années 90, qui étaient des soutiens de Jacques Chirac, au moment où ce n'était pas gagné d'avance qu'il devienne président de la République, et qui ont grandi. Parmi eux, il y a François Barouin, naturellement, et qu'aujourd'hui, ils sont tous plus ou moins arrivés en responsabilité, puisqu'il y a Christian Jacob, qui préside les Républicains. Vous avez Renaud Muselier qui préside la région sud, ex-PACA. Et les régions de France. Et donc voilà, ils sont toujours restés amis. Et aujourd'hui, ils se demandent, ils ont perdu leur grand homme pour qu'ils étaient prêts. Leur blague, c'était si on te demandait de te faire couper en deux, et ils disaient bah oui, mais dans quel sens? Voilà, on terminera sur cette blague. Merci beaucoup. Merci.
Merci Caroline Dugourou, Thierry Dupont d'avoir été avec nous ce matin. Fin de cette émission. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Cédric Villani, député La République En Marche de l'Essonne, candidat à la mairie de Paris. On vous attend donc demain. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.